à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. J'ai eu une belle surprise aujourd'hui, puis d'ailleurs c'est vrai que ça remue des choses assez profondes et assez loin chez moi. J'avais mon fils qui était dans une école, qui est l'école de la découverte, et quant à moi, j'ai enseigné l'informatique. Et ça a été là pendant 4-5 ans un pur bonheur, d'autant plus que j'avais le sentiment que là on apprenait des choses qu'on n'apprenait pas forcément de la même façon ailleurs. Il y avait un esprit de créativité, ou plutôt on était, je dirais, dans l'accompagnement des enfants vers ce que eux doivent être. Touche pas à mon rêve quelque part. Et ça m'avait énormément plu. Puis, figurez-vous que j'ai appris il y a quelques semaines que l'école de la découverte, maintenant, ils se mettent dans quelque chose qui doit être un challenge, mais qui est vraiment utile. Je suis donc avec celui qui prend la succession de tout ça, qui s'appelle Nicolas. Nicolas, je te dis bonjour, c'est Nicolas Firmenich. Avant, c'était Catherine qui gérait tout ça tout au début. Nicolas, bonjour, et je suis vraiment content que tu aies un petit moment maintenant pour me parler de ce projet du secondaire découverte. Merci Michel, bonjour. Merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Comme je te disais, je ne suis pas tellement rompu à l'exercice, mais voilà, la forme que ça a pris dès le début me convient bien. Donc comme tu l'as dit, j'ai pris la succession de Catherine Firmenich, ma mère. L'école a 34 ans aujourd'hui. Et comme tu l'as bien expliqué, la découverte, c'est pas simplement des savoirs académiques qu'on essaie d'inculquer aux élèves, mais on met beaucoup d'énergie, autant que pour les savoirs académiques d'ailleurs, au savoir-être. Voilà, un enfant, il n'est pas juste à l'école pour apprendre, mais il est là pour se développer, pour grandir, pour se construire, pour découvrir ce qu'il aime, découvrir ses passions. Et c'est vraiment dans ce sens-là que la découverte, je dirais, se différencie par rapport aux autres écoles. Et fort de ces 34 années d'expérience maintenant en primaire, donc avec une école dans laquelle était ton fils qui se trouve à Genève, on s'est agrandi depuis, on a ouvert une deuxième école à My dans le canton de Vaud, avec la même philosophie. Et en effet, maintenant, notre gros projet, c'est d'ouvrir une école secondaire qui ouvrira à la rentrée prochaine, en fin août 2025. Donc ça fait déjà quelques années qu'on y travaille dessus. Évidemment, l'idée, c'est de maintenir en fait ce qu'on fait, de maintenir notre philosophie, notre approche du primaire, en fait, c'est de la proposer en secondaire. Parce que, en fait, notre constat, c'était qu'à Genève, aujourd'hui, il y a des écoles, on va dire, alternatives. J'aime mieux dire actives, parce qu'il y a beaucoup d'écoles actives. Montessori, tout le monde entend parler de Montessori, c'est une des pédagogies actives, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, voilà, pour le primaire, il y a pas mal de ces écoles actives ou alternatives. Mais le constat, c'était que dans le secondaire, en fait, il n'y en a pas, ou il n'y en a presque pas. Il y en a une ou deux, mais qui ne sont pas certificatives, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous amener à des diplômes comme la Matu ou bien le bac international. Et puis c'est là qu'on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire à Genève. Donc il y avait ce constat-là qui était vraiment une sorte qu'il y a un manque sur le marché. Et si on l'a constaté, c'est parce que, évidemment, nous, on croit en ce qu'on fait et on voit que ça marche. On était aussi un petit peu... on trouvait dommage, disons, qu'en fait, nos élèves qui ont fait toute leur scolarité à la découverte, ensuite, ils repartent dans des écoles très classiques, très académiques, alors qu'en fait, notre approche, on laisse beaucoup de place à l'élève, à ses envies, à sa créativité, même à son chemin d'études, en fait, où l'élève a vraiment un rôle à jouer dans ce qu'il va apprendre, dans la manière dont il va l'apprendre, l'ordre où il va l'apprendre. Et on trouvait dommage que les élèves qui sortent de chez nous se retrouvent dans des choses où ils ont plus de contrôle, qui est très académique, très classique. D'autant plus qu'en fait, cette approche-là, on pense qu'elle est encore plus pertinente pour le secondaire. On va prendre l'école secondaire commencera avec les enfants pour le cycle à Genève, ce qui est le collège dans le canton de Vaud. Ça aurait été trop simple que ce soit le même nom. Mais donc, ce sera des élèves de 12-13 ans. Et puis voilà, à cet âge-là, on commence gentiment on se découvre, on apprend à se connaître, on commence à avoir des idées de là où on veut aller, de ce qu'on veut faire, ou pas. Donc c'est à cette époque-là où des fois, que ce soit les parents d'élèves ou les élèves eux-mêmes, quand ils viennent me voir, par exemple, ils disent « on m'a demandé s'il faut que je fasse latine ou scientifique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ». C'est pas un peu tôt d'ailleurs? Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, aujourd'hui, déjà au cycle, comme tu dis, on nous demande de nous orienter. Et surtout à la fin du cycle, en fait, là, est-ce que tu vas aller au collège? Alors, ce qui est un peu, je dirais à Genève, parce qu'on est dans un milieu assez privilégié. Donc, voilà, l'éducation gratuite, le public fonctionne assez bien. Oui, ça roule, ça, on ne va pas dire le contraire. Ça roule assez bien. Après,
il y a des petits bémols dans l'un ou l'autre. En ce moment, je crois que le cycle public n'a pas excellente réputation. Le collège, oui, par contre. Mais c'est vrai que quand on sort du cycle public, on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Donc, on a le choix donc s'orienter dans un apprentissage. Mais là, il faut vraiment avoir une idée déjà précise parce que... Oui, et puis dans bien des cas, on se dit tu feras un apprentissage parce que tu es nul en études. Voilà, évidemment, il y a cet aspect-là aussi. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des associations qui travaillent à revaloriser un petit peu l'apprentissage, ce que je trouve très bien, vraiment. Mais sinon, on continue au collège. Et là, de nouveau au collège, on nous demande est-ce que tu veux faire économie et droit? Est-ce que tu veux faire des sciences? Et puis, des fois, on ne sait pas. Et en fait, notre idée à la découverte, donc malheureusement, on ne pourra pas tellement repousser cette échéance parce que... Il y a un moment, il faut suivre ses rêves, ses devoirs, Oui, évidemment. Ses rêves, ses devoirs, puis la société dans laquelle on vit. Je veux dire, c'est malheureusement, c'est imposé. Il y a le système qui est comme ça. Alors, on peut essayer de faire bouger les choses. Moi, je crois qu'il ne faut pas essayer. Je crois qu'il faut le faire. Alors, on peut le faire. Et puis, on a idée de le faire. On met l'énergie qu'on peut là-dedans. Mais en même temps, il ne faut pas faut pas que la découverte soit complètement décrochée du système là où elle se trouve, parce que potentiellement au détriment de ses élèves. Je pense que la découverte, comme toutes les écoles, elle n'est pas faite pour 100% des élèves. Il y a des profils d'élèves qui vont mieux dans une classe d'enseignement et d'autres dans une autre. Par contre, il faudrait bien que pour ceux qui ont besoin, je dirais, de ce style d'enseignement, ils trouvent chaussures à leurs pieds, excuse-moi. Oui, non, mais c'est bien dit. En fait, il y a des élèves qui vont très bien dans le système public ou privé, peu importe, je dirais, dans un système traditionnel, parce qu'ils sont très académiques, et c'est pas bien ou pas bien, hein. C'est que juste, voilà, on est tous humains, puis on est tous comme on est, avec nos différences. Mais il y en a d'autres, en effet, qui ont un peu plus de mal dans ce genre de système. Et puis, eux, ils ont besoin d'un peu plus d'ouverture, ils ont besoin d'un peu plus de liberté, ils ont besoin de faire marcher leur créativité. Puis, ils auront aussi je ne vais pas dire des techniques d'apprentissage, mais des méthodes d'apprentissage qui ne sont pas quelque chose qu'on a appris, mais qui est intrinsèque à chacun, un peu différentes. Et puis, en fait, on se trouve des fois des élèves dans un système classique qui se retrouvent en difficulté d'apprentissage. Alors qu'en fait, ils n'ont aucune difficulté. C'est juste qu'ils ne sont pas tellement en ligne avec le système. Pas en ligne avec le système. J'ai une anecdote à te proposer, Nicolas. Un parent d'élève qui a son enfant à la découverte, un jour, il a un téléphone parce que son fils est au cycle d'orientation. Et puis, son prof de classe lui dit, on a un gros problème. Figurez-vous qu'il ne veut pas qu'on passe à la leçon suivante parce qu'il y a 2 élèves dans la classe qui n'ont pas encore compris. Et il a osé dire que peut-être un des autres élèves saurait mieux expliquer que moi comment ça fonctionne. Et ça, j'ai retrouvé l'esprit de la découverte, de la solidarité, de cette façon d'interagir, où on a vraiment envie que ça se fasse dans le partage. Donc oui, je comprends bien que l'enseignant avait un problème, mais le problème, il est sociétal à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il est sociétal ou s'il est personnel avec une sorte de problème d'ego de certains enseignants. Oh, mais attends, là, excuse-moi, là on est quand je parle sociétal, je dis de la recherche, de la compétition, tu vois, et puis les autres, ma foi, ils ont qu'à se débrouiller. Ouais, je suis d'accord, ça induit ce genre de choses, mais c'est bien que tu en parles parce que pour compléter ton anecdote, moi j'en ai plusieurs dans ce style et en fait je les adore. Allez, en faisant une. Non, mais en fait je vais englober ça autour de plein de nos anciens élèves. En fait, c'est pas rare que j'ai des retours d'autres écoles qui sont des super écoles, mais assez traditionnelles, en disant, écoute, tes élèves, globalement, ils sont super, ils sont prêts, tout va bien, ça marche, ils s'intègrent. Par contre, des fois, niveau comportement, c'est pas toujours ça. Puis je dis, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Parce que chez nous, c'était pas un problème, quoi, tout allait bien. Ouais, non, mais en fait, si tu regardes ces carnets depuis le début de l'année, c'est interrompt le prof, pose des questions, remet en question le prof. Et puis voilà, en fait, le directeur d'une autre école, pour lui, il interprète ça comme un problème de comportement. Puis moi, il me dit ça, moi, je me dis génial. En fait, je me dis qu'on a bien fait notre boulot parce que c'est ça qu'on veut. Nous, on veut que les élèves soient critiques, qu'ils remettent en question ce qu'ils apprennent et pas qu'ils prennent les choses comme vérité parce qu'ils sont dits par un enseignant. Et ni parce qu'ils sont dits par un adulte. Un enfant, autant qu'un adulte, pour moi, pour nous, j'ai envie de dire, à découverte, il a le droit de remettre en question ce qu'on lui dit. Que ça vienne d'un copain à lui ou d'un prof, peu importe, il a le droit de le remettre, puis il doit, s'il comprend pas, s'il est pas sûr, s'il est pas d'accord. Et voilà. Alors, encore une fois, moi, quand j'ai ces retours qui sont négatifs pour certaines personnes, pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire.
C'est peut-être lié à ça, la découverte pour les enfants. Je me rappelle que le matin, justement, on donnait la parole aux élèves pour savoir comment ça s'était passé, s'il y avait des trucs à résoudre du jour d'avant, des tensions avec quelqu'un d'autre, avec un autre élève ou des bobos en famille ou quoi que ce soit. En fait, c'était l'occasion, avant de commencer quoi que ce soit de nouveau, d'essayer de regarder ce qu'on pouvait encore repêcher sur quelque chose qu'on allait régler avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Il y a déjà au début de la journée cette attitude d'échange, d'essayer de comprendre. Oui, puis il y a toujours, et ce que tu dis, ça s'intègre, disons, ça s'insère plus globalement même dans l'école, c'est-à-dire qu'il y a toute une régulation sociale à la découverte qui, en fait, on redonne la responsabilité aux enfants. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, on n'a pas envie que ce soit l'adulte qui règle le conflit pour les enfants avec une sanction ou bien en les séparant, quoi que ce soit. C'est qu'on va demander aux enfants de résoudre leurs conflits par eux-mêmes. Il y a des outils pour ça. Je ne vais pas tous les énumérer là parce que c'est pas l'idée, puis on rentre dans des trucs pédagogiques un peu plus pointus. Mais disons que chez nous, voilà, en fait, on va confronter les élèves, ils vont s'expliquer et on va leur donner des outils pour qu'eux-mêmes puissent régler leurs problèmes. Alors il y a toujours, ou pas toujours d'ailleurs, parce que l'idée c'est qu'ils le règlent même eux-mêmes. Mais après, évidemment, que l'adulte, s'il y a besoin d'un adulte, ce qui est quand même souvent le cas, parce que ça va quand même de 3 ans à 12 ans, donc il y a différents niveaux de capacité à régler leurs problèmes. Mais l'idée, c'est qu'on les accompagne là-dedans petit à petit. Et l'adulte, comme je disais, en fait, il va avoir plus un rôle de médiateur plutôt qu'au rôle de décideur de sanctions ou de juge pour trancher d'un côté ou de l'autre. Il va les aider à régler leurs problèmes. Et puis, cet aspect, en fait, de compétence sociale, en fait, il va même plus loin que juste dans la gestion de conflits, évidemment, ou dans leurs relations sociales. En fait, on essaye de faire en sorte, pas on essaye, maintenant on fait vraiment en sorte que les enfants, ils aient aussi un pouvoir sur leur école, sur l'organisation, sur le déroulement de leur journée, sur la direction que va prendre l'école dans les apprentissages, au niveau des repas, au niveau de l'écologie, au niveau des horaires. Donc voilà, on a différentes commissions où les élèves peuvent s'inscrire, ils peuvent représenter leur classe. Enfin, on a plusieurs types de structures, en fait. Est-ce que ça s'appellerait pas un petit peu apprendre la démocratie ? En fait, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on l'exprime pas tellement en ces mots, mais en effet, il y a un peu de ça. En fait, on peut faire un parallèle avec un système politique quelque part. Mais d'ailleurs, je trouve qu'une entreprise, il y a un parallèle avec un système politique, la gouvernance d'une entreprise. Et puis nous, à la découverte, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de redescendre en fait le lead de cette gouvernance le plus possible au niveau des élèves. Moi, je me rappelle déjà à la découverte, donc en primaire à l'époque, quand il y avait un élève qui cassait un crayon, j'essayais, il comprenait très bien que finalement, c'était les parents qui allaient le payer, le crayon. Oui, c'est ça. Mais c'est l'entreprise. C'est une entreprise, et puis, mais même plus loin que ça, pour l'enfant, en fait, c'est très tôt, c'est de le mettre face à ses responsabilités. Voilà. Et puis, s'il casse un crayon, c'est pas grave, et l'école va évidemment en fournir un. Mais ce que tu dis, oui, c'est la base c'est comme ça qu'on responsabilise les enfants, et puis on commence très tôt. Par contre, il y a des choses qui ne reviennent pas à l'enseignant. Moi, je me rappelle une fois, il y a une maman furieuse qui est venue me voir parce que je n'avais pas contrôlé que son enfant avait brossé ses dents à la fin du repas. Là, je lui ai dit, excusez-moi, là, je crois que c'est un petit peu votre responsabilité plutôt que la nôtre. C'est vrai que des fois, les enseignants aussi, on leur fait avaler des trucs. Oui, non, mais alors tu as raison. Ça, c'est, je dirais que toutes les familles, une fois ou l'autre, on doit avoir cette discussion avec elles. C'est-à-dire qu'une famille arrive vers moi puis me dit, alors son enfant, ça fait déjà 2 ans qu'il est à l'école, puis mais quand même, il dit pas beaucoup merci, il dit pas beaucoup s'il te plaît, il dit pas tellement bonjour, au revoir. Puis alors là, on doit recadrer un petit peu les choses. C'est que nous, on est dans l'éducation, mais c'est pas nous qui faisons l'éducation des enfants. Il y a un rôle qui incombe aux parents, et il y en a un autre qui incombe à l'école. Puis il faut pas tout mélanger parce qu'on peut pas tout faire. Par contre, il y a quelque chose de très interactif, j'ai remarqué, entre les élèves, les enseignants et les parents. Il y a quand même une dynamique que vous mettez en place. Oui, c'est juste, en fait, on essaie... C'est pas les réunions annuelles de parents d'élèves, là, on est quand même beaucoup plus dynamique. Ouais, alors on est beaucoup plus dynamique, nous on essaie vraiment de créer des liens école-famille, nous on voit ça comme, puis on fait des entretiens qu'on appelle tripartites, en fait pour nous il y a un triangle école, famille, enfant, et il faut qu'il y ait un contact dans toutes ces parties, il faut que ça tourne. En fait, ce qui est vraiment très important, surtout dans une école comme la découverte qui est un petit peu, qui fonctionne différemment, il faut vraiment que les parents ils soient en ligne avec ce qu'on fait et avec notre façon de faire. Parce qu'on se rend compte, si ce n'est pas le cas,
les enfants ils se retrouvent dans une sorte de conflit d'intérêts entre l'école et les parents, parce qu'évidemment ils sont à l'école, ils y sont une très grande partie de leur vie évidemment. L'autre partie c'est à la maison avec leurs parents c'est leurs parents, donc évidemment que la vérité sort de leur bouche et on remet pas ça en question. Mais si c'est pas en ligne, en fait ils sont perdus et puis on le sent bien. Là l'élève il commence à être pas bien et puis ça émerge assez vite avec des soucis à droite à gauche de comportement, etc. Et donc là, en fait, on reprend les parents, on discute avec eux, on leur explique notre approche. Nous aussi, on peut bien sûr bouger un petit peu nos lignes pour se mettre en ligne avec la famille en question. Et ensuite, on refait des entretiens, parents, école, enfants. Ça, ils ont lieu de toute façon 2 fois par an, ces entretiens, en 2 et 3 fois par an. Puis ensuite, pour resserrer ces liens, il y a encore d'autres choses. Évidemment, il y a les fêtes de fin d'année, il y a les fêtes de Noël. On invite les parents en classe, voir ce qui se passe. Les enfants font parfois des petites présentations de leur projet de classe devant les parents, etc. On essaie vraiment de les inclure pour que tout soit le plus fluide possible, le plus naturel possible, et que les enfants ils se sentent vraiment entourés au mieux. On parle des enfants, on revient, si tu veux bien, sur le secondaire. Là, c'est plus vraiment des enfants, ou alors s'ils le sont, ils sont comme moi, ils le sont restés quelque part, mais ça c'est une autre façon de rester jeune. C'est bien de le conserver aussi. Mais là, du coup, je pense que les profils des enseignants vont un petit peu être différents, parce que évidemment, on n'est pas confronté aux mêmes soucis, aux mêmes remises en question, aux mêmes apprentissages que on a affaire à quelqu'un de 13 à 10, 16 ans, 17 ans par là. C'est facile de trouver des enseignants ad hoc. Non, c'est pas facile. J'ai pas dit ADEC. Non, c'est pas facile et c'est un bon point ce que tu dis. En fait, déjà trouver des enseignants donc, qui sont capables... En fait, la pédagogie active, ça implique une posture un peu différente de l'enseignant. Moi, j'aime bien expliquer par opposition. Dans un système classique, on a un enseignant qui va être debout face à sa classe et puis qui va transmettre des informations que les élèves en face doivent emmagasiner. La pédagogie active, en fait, on sort complètement de ce modèle. L'idée, c'est que en fait, le rôle de l'enseignant est complètement différent. L'enseignant, il va préparer des problématiques que l'élève devra pouvoir résoudre par lui-même. C'est assez vulgarisé, mais c'est ça la pédagogie active. Donc la posture de l'enseignant, il n'est pas de transmettre des informations, il est de préparer des problématiques, en fait, qui vont rendre l'élève comme un chercheur. Si on veut bien, en fait, on va commencer par la pratique chez nous. On va commencer par un exercice pratique à partir de rien. Donc, et c'est là tout le boulot de l'enseignant, et c'est beaucoup ça qui fait que ça va être un bon enseignant, un enseignant actif ou moins actif. C'est qu'il doit être capable de créer une problématique que l'élève, avec les connaissances actuelles qu'il a, il est capable de résoudre. Et la résolution, en fait, le résultat de cette problématique, c'est une nouvelle notion. Donc on fonctionne à l'inverse, on va d'abord faire de la pratique, l'élève il va faire tout un cheminement, il va comprendre par lui-même, l'enseignant il va le guider là-dedans, il ne va pas lui donner les réponses, il va vraiment le guider, et une fois qu'il a compris, et puis évidemment le principe là derrière, et puis moi je trouve que c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on le sait tous, quand on comprend quelque chose par nous-mêmes, c'est ancré, on n'a pas besoin de l'apprendre 25 fois, enfin, on l'a compris, on a compris le mécanisme derrière, donc on peut le restituer, mais ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va quand même revenir un petit coup sur la théorie, parce que pour affiner, pour faire un peu du fine-tuning, pour être sûr que c'est compris comme il faut, etc. Donc, tu commences pas par dire, on va faire des maths aujourd'hui, puis on verra plus tard à quoi ça va servir. On t'explose quelque chose que tu vas essayer, puis après, il faudra peut-être calculer pour comprendre pourquoi ça marche pas. Merci, Michel, parce qu'en fait, t'as déjà fait le cran de plus, et j'allais y venir. C'est qu'en fait, ces exercices, ces problématiques dont je te parle, si elles sont liées à quelque chose de concret, à la vraie vie, en fait, ça aura beaucoup plus de sens pour l'enfant. Déjà, il va comprendre pourquoi il le fait, parce qu'il va voir à quoi ça sert. Donc, déjà, ça, c'est hyper important des apprentissages, parce que souvent, tu l'as dit, voilà, on apprend en maths, on apprend les fonctions logarithmiques, et puis quoi, ça me sert à quoi ça dans la vie? Mais non, nous, on va essayer de trouver quelque chose de la vraie vie, on utilise ces fonctions, et puis à partir de là, on va leur faire comprendre comment on construit ça. Et puis du coup, ils vont le comprendre par eux-mêmes, ils vont savoir à quoi ça sert. Et puis du coup, on peut faire l'examen le lendemain et puis tout est ancré. Alors, chers auditrices, auditeurs, si vous n'aviez pas encore compris pourquoi cette école s'appelle La Découverte, je crois que maintenant, ça a vraiment du sens pour vous. Nicolas, cette émission s'appelle Merci la vie. Il y a un tout petit rituel. Quand tu entends dire quelqu'un Merci la vie, comment ça résonne en toi? Ça résonne positif. C'est-à-dire que cette personne a dû vivre quelque chose
plutôt joyeux, plutôt agréable, et puis remercie la vie qui est belle, selon moi, de lui avoir permis de vivre ça. Alors, je te lâche pas comme ça. Dans ces dernières 48 heures, est-ce que tu as vécu quelque chose où tu te dis, tiens, si j'avais pas été attentif, je me serais pas rendu compte que là, il y avait vraiment quelque chose de positif, une petite étincelle, je sais pas, de joie, d'amour, quelque chose de fort. Bah écoute, ouais, depuis peu, là, j'ai un enfant qui a 4 ans, j'ai des jumeaux qui ont 2 ans, et puis ben, voilà, j'essaie de faire la part des choses entre travail et famille. Tous les jours, ouais, moi, je vois leur évolution, et puis chaque fois, enfin voilà. En fait, ça me permet d'être heureux, moi, en tant que père, et puis en plus, ça me permet de mettre encore plus de sens dans mon travail. Parce que je sais que dans quelques années, bah, c'est mes enfants qui vont être dans mon école. Et puis comme je vois quand ils se développent, et puis plus je passe du temps avec eux, mieux je comprends comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent. Et en fait, ça me donne plein d'idées pour encore améliorer notre école. Et ouais, puis tout ça, c'est ça qui me drive, qui me dirige, Belle tranche de vie, donc. Donc, chers amis auditrices et auditeurs, bien évidemment, je laisserai un lien avec le site internet de cette école. Du fond du cœur, encore, Nicolas, je te remercie. Si tu as envie, besoin ou quoi que ce soit de communiquer par notre canal, c'est quand tu veux, parce que c'est vraiment un moment de partage. Et puis, je sais de quoi on parle, puisque j'y ai travaillé et que mon fils est passé par là. Et que ce soit lui ou moi, je crois que ça nous aide dans notre vie de tous les jours. À tout bientôt, Nicolas, et merci. À bientôt, Michel. Merci. Puis merci pour ces petites anecdotes et de me refaire plonger un petit peu dans le passé de l'école. Et puis de voir que ça reste, en fait. De voir que aujourd'hui encore, t'en parles et t'as l'impression que ça a servi à ton fils. Que cette façon de faire lui apporter quelque chose, ben, c'est le beau cadeau que tu peux me faire. C'est indélébile. Au revoir tout le monde. À tout bientôt. Bye bye. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.